Tout autre chose à présent dans ce RTL Info 12h30. Si l'employé est un spécialiste du 100 mètres, le manager est un décathlonien. C'est vous dire le rôle crucial que doit jouer le chef d'équipe au sein d'une entreprise. Une foule de compétences qu'il doit maîtriser. C'est un vrai métier qui ne s'improvise pas. Et c'est ce que vont nous dire nos invités ce midi. Ils sont tous les deux avec nous en studio. Guillaume Bosmans, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert Sécurex, consultant en ressources humaines. À vos côtés, Olivier Vanov, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert RH, coach et formateur en management chez MG Consultant. Merci à tous les deux d'être là. Olivier Vanov, vous me disiez en préparant cette émission hier, on ne naît pas manager, on le devient, mais on le devient comment ? On le devient, je vais dire, à force d'expérience qu'on accumule tout au long de sa carrière. C'est toujours utile de passer par un petit stade de formation, un petit peu de coaching et d'accompagnement après les formations ou entre les cycles de formation. Mais moi, ce qui est important aujourd'hui, je crois, c'est l'échange entre les managers et l'échange d'expérience qu'il y a aujourd'hui, parce que les défis que le manager doit relever aujourd'hui, et je crois que la personne de Sécurex va en parler, sont d'une autre nature, parce que voilà, les jeunes aujourd'hui doivent être gérés, approchés différemment par rapport à ce qu'on faisait il y a 20-30 ans en termes de management. Ça demande une autre approche, une autre mise en cause, une certaine capacité à s'adapter à l'autre, et donc une empathie d'un autre niveau qu'il faut arriver à doser pour entretenir vraiment la motivation chez les jeunes et amener ces jeunes aussi à pouvoir évoluer dans un cadre qui est favorable par rapport à toutes les pressions auxquelles sont soumises tant les managers que les collaborateurs aujourd'hui. Oui, c'est, on l'aura compris, un vrai métier. Au fond, il ne suffit pas d'avoir été l'employé du mois pendant une année consécutive pour devenir un bon chef. Ah, clairement non. Aujourd'hui, des compétences métiers, c'est très très bien. Si on dit, voilà, celui qui a le plus de compétences métiers chez moi deviendra demain manager d'équipe et on le promulgue ou on le propulse à cette place-là, c'est peut-être un petit peu court, quoi. Et il risque d'être face à des situations qui sera pas très bien auxquelles il ne sera pas très bien comment réagir. Donc il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là et vraiment un travail de fond à faire pour préparer la personne à toutes les éventualités auxquelles elle va être confrontée. Oui, il sera formé, et on va en parler bien sûr dans un instant. Conséquence, certains employés sont un petit peu perdus. Guillaume Bosmans, pour Sécurex, que vous représentez, Sécurex a publié une étude ce matin très intéressante sur la motivation en entreprise. On y apprend que plus d'un employé sur 5 qui affirme travailler par obligation plutôt que par motivation est un candidat aux absences de longue durée. Oui, alors déjà, petite précision, quand on dit par obligation, on peut penser directement aux financiers. Oui. Mais on peut aussi parler à ce moment-là du côté culturel. Donc en Belgique, c'est évident que quand on a un certain âge, il faut travailler jusqu'à un certain âge. Oui. La famille peut mettre une pression, les amis peuvent mettre une pression là-dessus. Et donc quand on parle d'obligé, c'est vraiment ça. Et donc on voit que ces gens qui sont obligés à travailler pour une raison ou pour une autre vont être beaucoup plus absents que des gens qui vont se sentir bien dans leur travail, qui vont travailler parce qu'ils le veulent au final. Ça paraît évident, évidemment, mais là vous apportez des données chiffrées. Le burn-out par exemple. Oui, donc le burn-out, on est quasiment à 7 fois plus pour les gens qui se sentent forcés de travailler. C'est énorme, évidemment. On voit que ces conséquences, on connaît tous les conséquences du burn-out. Ça peut être un absentéisme de longue durée, ça peut être carrément un arrêt de travail pour encore beaucoup plus long. Ça peut être un départ à la retraite ou bien un licenciement par la suite. Donc, de fait, à ce moment-là, la motivation va jouer un grand rôle. Oui, 7 fois plus de risques. Vous avez enquêté sur 1500 personnes, dont 200 ou 300 cadres, je crois. C'est ça. Mais donc, c'est très représentatif, évidemment, de la société professionnelle belge, des catégories d'âge et de classe, bien sûr, comme toujours. Chez ces employés, entre guillemets, qui travaillent par obligation, qui sont forcément moins motivés, ça, c'est un fait, il y a plus d'absence, 2 fois plus d'absence. Alors oui, 2 fois plus d'absence. Alors maintenant, pour ce qui est du moins motivé, il y a une nuance à apporter. Ils peuvent être aussi très motivés, mais pour les mauvaises raisons. Donc ce qu'on voit, c'est que les gens qui vont être motivés plus par l'argent, par le statut social, par ce genre de choses, vont être moins productifs, vont être plus facilement absents, avoir plus de burn-out. Là où les gens qui vont plus être motivés par le développement de leurs compétences, comme disait monsieur tout à l'heure, par exemple, vont être des gens qui vont être à ce moment-là beaucoup plus productifs, beaucoup plus engagés dans leur entreprise, et qui vont alors à ce moment-là être bien mieux et se sentir bien mieux au travail à ce moment-là. On a une auditrice, Geneviève, qui nous dit je suis depuis un an en dépression à cause de l'ambiance au travail et de la gérante qui harcèle le personnel. Il existe bien une RH mais qui ne fait rien. Je n'ai aucun contact avec elle alors que je travaille depuis 20 ans. Le patron ne fait rien non plus. Voilà ce que nous dit Geneviève donc au 33 23. Bernard de Namur est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors dites-nous, on va parler, je crois, burn-out et ça concerne votre épouse. Oui, exactement. Alors dites-nous, que se passe-t-il ? En fait, c'est l'incompétence de certains managers.
se retrouver avec une évaluation de fin d'année 100% négative, alors que ça ne peut jamais arriver. Je suis moi-même manager. Donc, on ne peut pas sortir une évaluation 100% négative. C'est vraiment impossible à faire. Et je trouve que maintenant, beaucoup de gens aiment avoir le titre, mais peu de gens savent le faire. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. Une évaluation, comme vos invités doivent sûrement connaître, elle ne peut jamais sortir. On peut pointer des points faibles, mais on ne peut jamais descendre quelqu'un en fin d'année comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ça n'existe pas, ça, Olivier Vanove. 100% de négatif. En fait, ce qu'il y a, c'est que s'il y a vraiment un souci avec la personne et ça peut arriver, quelqu'un qui ne satisfait pas à ce qu'on attend d'elle au niveau du travail, il faut que son manager fasse des feedbacks et des retours quotidiens ou des retours, enfin, peut-être beaucoup plus fréquents pour qu'on n'en arrive pas à une surprise comme ça. Donc, ce qui est essentiel, je crois, par rapport à ce cas-là peut-être, et voilà, je ne connais pas le cas de monsieur en détail ou de son épouse, c'est que le manager doit aujourd'hui, et surtout avec les jeunes générations, donner du feedback beaucoup plus régulier. Et alors ce feedback, il faut qu'il soit tant sur le positif que sur les choses à améliorer et donc sur le négatif. Effectivement, si on attend 1 an avant de faire un feedback négatif à quelqu'un, ou parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, on risque de valser dans des choses qui vont disqualifier la personne en termes de compétences, de comportement, de qualité. Et là, c'est très difficile à rattraper et ça casse évidemment la personne en face de soi. Donc il vaut mieux faire des feedbacks fréquents, qui sont des feedbacks sur des choses concrètes, des choses à améliorer, des choses qui vont bien, et que ce soit équilibré. Parce que s'il y a un déséquilibre, c'est très très dur à vivre, évidemment. C'était le cas pour votre épouse, ces feedbacks récurrents, Bernard ? Non, du tout d'abord, et puis elle a fait du chiffre beaucoup plus que ce qui était prévu, mais quelques petits projets avaient été mis à l'écart pour pouvoir valoriser des projets beaucoup plus importants, et je pense très sincèrement, ce sont des jeunes personnes, on va dire entre 30 et 40 ans, qu'on a parachuté comme manager. Donc les chiffres étaient plus que présents, donc on va dire fois 6 ou 7 de ce qui était prévu, mais quelques petits projets avaient été mis à l'écart pour pouvoir faire ça. Et alors, c'est vraiment le côté « je suis le chef, c'est moi qui décide », etc. Je trouve ça assez lamentable, vraiment lamentable. Alors, ils ont beau suivre des formations de managing, généralement, le lendemain, on les voit arriver avec des petits yeux, parce qu'entre collègues, ils ont terminé la soirée ensemble, et c'est vraiment petit, quoi. Oui. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais ça remet en cause et ça pose la question de la formation. Et je vous remercie, Bernard, de nous avoir contacté, Bernard de Namur. Merci pour votre témoignage très intéressant. On va reparler dans un instant avec nos invités de tout cela, et notamment de cette formation, comment on forme un manager. On ne naît pas manager, on le devient. À tout de suite. RTL Info, 12h30. Thomas de Bergeyck. Et vos messages au 33 23, on nous parle de fact training à l'IMAL, c'est vrai, employé afin de détecter le burn-out. Il existe des formations pour le personnel et pour l'employé aussi, parce que finalement, Olivier Vanove, vous êtes formateur en management chez MG Consultant. Vous le disiez, pour que tout le monde s'entende bien, il faut former le manager, mais aussi l'employé. Bien sûr, pour moi, ils doivent tous les deux contribuer à un bon climat de communication et d'installer vraiment une confiance dans la relation. Et c'est un travail qui doit être fait évidemment du côté du manager qui doit donner l'exemple et être exemplaire à ce niveau-là, et le collaborateur qui doit jouer le jeu aussi. Et quand on lui demande un retour, qu'il puisse faire un retour, qui soit un retour authentique, un retour constructif, avec des solutions éventuellement pour améliorer la relation aussi, et avec des initiatives proposées aussi par le collaborateur. Je crois qu'aujourd'hui, les feedbacks inversés sont de plus en plus à la mode, c'est-à-dire de dire, et c'est pas que c'est une bonne mode, de dire le collaborateur, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça se passe avec votre manager, que ce soit fait de façon individuelle ou de façon anonyme, avec des baromètres du bien-être ou autres outils qui peuvent être mis en place dans les entreprises. Ça, il y en a dans les sociétés, effectivement. Oui, j'ai de plus en plus de clients qui mettent ça en place et ils voient vraiment un avant et un après par rapport à ça. Oui, bien sûr. Je reviens sur l'enquête Securex, Guillaume Bosmans. Les motivés dans votre enquête, ceux qui travaillent parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont motivés, ils ne sont pas obligés, sont même disposés à travailler beaucoup plus longtemps. Oui, donc c'est ce qu'on voit. On voit que les gens qui veulent travailler, qui ont envie de travailler, disent qu'ils voudraient travailler jusqu'à 60 ans. Oui. Là où ceux qui sont plus forcés, qui se sentent plus forcés pour des conditions extérieures à le faire, parlent de 56 ans seulement. Donc on est déjà de toute façon relativement loin de la limite de la pension légale actuellement. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà un mieux. Donc il faut travailler là-dessus, essayer de faire en sorte que justement cette motivation autonome continue
à augmenter pour permettre aux gens de se sentir aussi bien dans leur travail jusqu'au bout de leur carrière, parce que la carrière augmente. Et donc, il faut absolument régler ce problème-là. Le manager qui a des burn-out dans son équipe, il doit se poser des questions à titre personnel? Alors, à titre personnel, peut-être pas personnel, en termes de compétences, peut-être. Effectivement, peut-être qu'il a besoin d'une formation pour lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans son équipe, pour lui permettre de mieux axer son management, justement, sur des choses qui sont très importantes pour la motivation des employés, comme par exemple l'autonomie. Allez, monsieur, à l'antenne tout à l'heure en parlait. Visiblement, sa compagne avait trop d'autonomie puisqu'on l'a laissé 1 an sans aucun feedback. Oui. Évidemment, individuellement, il y a toujours des variations, mais l'autonomie est un facteur très important pour les employés et pour les collaborateurs en général, pour leur permettre de se sentir bien dans leur travail, avoir vraiment l'impression que ce qu'ils font a du sens d'abord, qu'ils peuvent le faire, pas forcément à leur rythme, mais en tout cas comme ils ont le sentiment qu'ils devraient le faire. Oui. Qui peuvent développer leurs compétences et justement après montrer que voilà, ce qu'ils ont fait, c'était bien fait, montrer qu'ils ont obtenu des résultats et prouver qu'au final, ils sont capables de faire des choses et de pouvoir se développer à ce niveau-là aussi. Olivier Vanhove, comment forme-t-on bien un manager en quelques mots? C'est pas simple, hein, mais pour résumer, comment on fait? Pour moi, déjà aujourd'hui, les cycles sont beaucoup plus courts que ce qui n'était par le passé. Quand j'ai commencé à former il y a 10 ans, c'était des cycles qui s'étalaient sur 1 an pratiquement, avec beaucoup de formations et des formations où il n'y avait pas beaucoup d'interactivité. Moi, aujourd'hui, je prône beaucoup d'interactivité, c'est-à-dire des managers qui partagent leur vécu, leur expérience, avec, je vais dire, peut-être 4, 5, 6 jours de formation, avec du coaching éventuellement et de l'accompagnement sur des cas précis et des cas concrets vécus par différents managers qui peuvent se faire éventuellement en individuel aussi. Je crois qu'un des rôles du formateur aussi, c'est de voir éventuellement les situations délicates ou de détresse de certains managers, parce que c'est des managers qui sont mal pris par rapport à la situation, et alors d'avoir un cadre et un environnement dans lequel on peut faire un petit peu d'échange. Alors on peut l'appeler coaching, on peut l'appeler intervision, peu importe, mais c'est vraiment de pouvoir travailler sur des cas concrets avec le manager quand le formateur, qui est normalement expérimenté, qui sait détecter tous ces aspects-là, tous ces signaux-là, puisse proposer des solutions et travailler vraiment sur des cas concrets avec le manager. Et motiver ses équipes, c'est un vrai boulot, hein. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, comme l'a dit monsieur très bien, l'ambiance, le bien-être au travail, c'est vraiment ce que les jeunes nous font passer comme message, et les moins jeunes, comme moi-même, qui est passé la quarantaine, on se dit finalement, ils ont vraiment raison, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va rester longtemps et motivé et quelqu'un qui va finalement partir très vite de l'entreprise, c'est quel est le plaisir, quel est le bien-être, quelle est l'ambiance que j'éprouve au travail. Et c'est vrai que ça, ouvrir les managers par rapport à ça, c'est tout un travail, c'est toute une sensibilité. Pour moi, c'est là que les managers doivent développer une intelligence émotionnelle. Guillaume Bosmans, en quelques mots, la faute à qui dans tout ça? Les managers sous-formés? La faute un peu à tout, entre guillemets. Donc il y a au niveau du pouvoir public. C'est les entreprises ou les pouvoirs publics, voilà? Les deux. Les deux. Les pouvoirs publics peuvent faire quoi concrètement? Augmenter les rémunérations au travail autrement que par l'ancienneté, par exemple. Et les patrons, ils doivent engager des gens comme Olivier. Par exemple. Oui, c'est une solution parce que effectivement, on peut se former durant toute sa carrière et pas uniquement en sortant de l'université. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. On reparlera de tout ça parce que c'est une question qui concerne beaucoup de gens en Belgique et ailleurs. Merci à vous. Bonne journée.